tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture, encore une fois assez long puisque j'ai toute cette pile là à vous présenter. J'ai pas mal lu au mois d'août donc forcément ça fait des grosses vidéos. Sans plus attendre, on va commencer et je vais commencer donc avec ces deux là qui sont des services presse. J'ai terminé hier soir Le premier jour de paix de Elisa Béram aux éditions La Talente qui fait partie de leur rentrée littéraire. Encore une fois, il y a un très joli travail éditorial avec des rabats, des illustrations à l'intérieur. C'est vraiment extrêmement joli. Ça me fait penser que j'ai oublié d'annoncer les gagnants pour le concours Méduse. Il faut absolument que je fasse ça après. Bon bref, du coup ça a été une très bonne lecture et ça aurait certainement été une encore meilleure lecture, presque peut-être même un petit coup de cœur si je n'avais pas été autant distraite par ma lecture, puisqu'en fait ben voilà, j'ai commencé le travail, j'avais un petit peu la tête ailleurs, enfin on avait pas mal de choses à faire, en plus on avait des travaux dans la maison, une fuite d'eau, la salle de bain qui s'écroulait, tout, enfin bon bref, du coup j'étais pas totalement à fond dans ma lecture et je l'ai lu de manière un petit peu décousue, ce qui fait que j'ai pas été aussi immergée que j'aurais pu l'être, donc je pense que mon ressenti de lecture est un petit peu en deçà de ce qu'il aurait pu être, puisque sinon c'est un livre qui avait vraiment tout pour me plaire. C'est donc un roman de science-fiction utopique, on va être dans un futur, on est en 2098, il y a eu l'effondrement, pas vraiment de l'effondrement de la civilisation parce qu'il y a quand même encore une civilisation, il y a encore des sociétés qui existent, mais il y a eu plusieurs causes et notamment des crashs boursiers et le réchauffement climatique qui ont fait qu'il y a eu d'énormes bouleversements dans la société. Il y a eu notamment des exodes de population, beaucoup d'immigration due aux catastrophes climatiques qui faisaient que certains pays n'étaient absolument, enfin certaines zones n'étaient plus du tout habitables, où il n'y avait plus du tout assez de ressources, donc les gens ont émigré, ce qui a créé des conflits, des guerres, bref, la population a énormément chuté puisqu'on n'est plus qu'à 2 milliards d'habitants, ce qui reste bon, beaucoup, mais à l'échelle de la Terre entière on se rend bien compte que c'est beaucoup moins que ce qu'on a actuellement. Donc il n'y a plus vraiment de pays, il n'y a plus vraiment d'état, il y a ce qu'on appelle des grands territoires qui sont en fait voilà, des zones qui ont été plus ou moins épargnées, avec des modèles de société assez différents qui tendent vers l'utopie. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on est vraiment dans une démarche utopique, mais on n'a pas encore atteint vraiment l'utopie. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais il y a des freins, il y a des obstacles, et notamment l'obstacle principal c'est la violence des hommes, et la thématique, voilà, cette thématique de la violence est absolument omniprésente dans la novella, et elle va être déclinée de plusieurs manières, et je crois que c'est ce que j'ai préféré, c'est vraiment ce traitement du sujet, énormément de nuances et de variations, puisqu'on va parler à la fois des violences entre les personnes, mais avec différents exemples à chaque fois. On va parler de la violence de la société, on va parler de la violence voilà, de la violence de l'État, de la violence de certaines choses. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais j'ai beaucoup aimé voilà, ces plusieurs degrés de violence, cette manière de questionner la légitimité de la violence, les sources de la violence, d'où ça vient, est-ce que c'est quelque chose que l'humain a en soi, est-ce que c'est quelque chose qui nous est imposé par les conditions matérielles d'existence, et d'où ça découle, enfin bon bref voilà, c'était vraiment le sujet omniprésent dans le roman. Et comment atteindre la paix, comment atteindre l'utopie avec ce problème de violence, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'en débarrasse. C'est un livre qui est très court puisqu'il fait un petit peu moins de 200 pages je crois, oui c'est ça, 184, mais qui reste très riche en questionnements sur l'utopie. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que on commence le récit, on est en Colombie, dans un endroit où il y a une société qui pour le coup n'est pas du tout utopique, qui est en proie à beaucoup de violence, et j'ai beaucoup aimé ce début de questionnement sur l'utopie, puisque l'utopie traditionnellement, par exemple dans l'Eldorado de Candide, vous avez peut-être vu, enfin vous avez peut-être des souvenirs d'école, les caractéristiques de l'utopie c'est le fait qu'elle soit isolée du reste de la société, du reste du monde, ce qui fait qu'à l'intérieur la société peut se livrer à son utopie. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un renversement déjà de ce préconçu de l'utopie, puisque c'est justement parce que les gens sont isolés qu'ils n'arrivent plus à faire société correctement et qu'il y a de la violence qui arrive. Donc j'ai trouvé que déjà cette première approche de l'utopie était super intéressante, et c'était comment dire, discrètement mais quand même poursuivi tout le long du roman, cette question de l'isolement ou de pas isolement, de s'ouvrir aux autres ou pas. Et enfin bref, c'était très bien fait, j'ai beaucoup aimé voilà, cette réactualisation de l'utopie. Alors un point fort mais en même temps un point qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'on a 3 parties et à chaque fois on va changer de personnage principal, et à la fois c'est intéressant parce que ça nous fait une évolution, mais en même temps j'ai trouvé que ça manquait de fil rouge entre ces 3 personnages. Donc à l'échelle de la novella ça manque un petit peu
oui, d'un petit peu, j'ai trouvé que c'était un petit peu décousu parfois, ce qui n'a pas été arrangé par le fait que ma lecture j'étais pas 100% à fond dedans. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture que j'ai trouvée très intéressante. Comme c'est court, je m'arrête d'en parler ici pour ne pas tout vous révéler. Avant ça, j'avais lu Papillon de nuit de Jeanne Hennigan aux éditions J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire, qui est leur dernière sortie de la collection, qui était très sympa aussi, même si... je sais pas. Alors en fait quand je le lisais j'étais bien dedans, ça se lisait très bien, c'était très facile. Mais une fois que je l'ai eu terminé, j'étais un petit peu... c'est tout. Mitigé, pas mitigé parce que j'ai passé un bon moment, mais il a vraiment manqué l'étincelle, il a manqué le truc en plus qui fait que c'est une lecture qui aurait fait que ça aurait été une lecture marquante. Parce que là on est donc sur une lecture divertissante sur le moment, que j'ai pris plaisir à lire sur le moment, mais je suis pas sûre que sur la durée j'en retiendrai grand chose. Alors qu'il y a des idées intéressantes, mais je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que c'était trop blockbusterisé en fait sur la fin, et que ça manquait un petit peu de consistance alors que les idées étaient bonnes. On est donc sur de la SF là encore, et il va y avoir des papillons de nuit qui vont, une nouvelle en fait espèce de papillons de nuit qui vont sortir de l'Amazonie à cause de la déforestation machin tout ça, qui se trouvent être toxiques pour l'homme et qui vont énormément se développer. Les femmes ils vont causer des légères hallucinations, des malaises, voilà, une sensation pas très agréable, mais ils vont tuer les hommes, c'est à dire qu'il y a plus de 50% de la population masculine qui va mourir à cause de ces papillons de nuit, à cause de voilà ces substances toxiques, et l'autre partie de la population ne va pas mourir, mais en fait quand ils sont exposés à ce truc hallucinogène, ils deviennent super violents, ils sont totalement désinhibés et ils deviennent, voilà, ils deviennent extrêmement violents, ils pètent un câble en fait, globalement ils pètent un câble, et ça va causer énormément de problèmes puisque ça va être une invasion de papillons de nuit et donc une épidémie qui va se propager extrêmement vite et qui va faire énormément de morts très vite et qui va créer énormément de violence très vite. Et on va donc suivre une histoire qui se situe une quarantaine, une cinquantaine d'années après cette invasion. On n'a toujours pas trouvé de, voilà, de remède contre cette substance des papillons de nuit, on n'a pas trouvé non plus un moyen d'éliminer les papillons de nuit, donc la société a totalement changé puisqu'il n'y a quasiment plus d'hommes. Maintenant les hommes sont enfermés dans des espèces d'hôpitaux, enfin c'est pas vraiment des hôpitaux mais c'est des espaces clos pour qu'ils soient en sécurité, qu'ils ne puissent pas être atteints par les papillons de nuit, qu'ils ne puissent donc pas mourir, mais aussi qu'ils ne puissent pas déchaîner leur violence, puisque si jamais ils sont atteints ils deviennent voilà totalement fous et ils commencent à faire des atrocités et notamment à tuer des femmes. Et on va suivre une femme qui est une vieille femme, alors je me souviens plus trop de l'âge qu'elle a, 70 ans quelque chose comme ça, qui travaille justement dans une de ces maisons, dans une de, on va dire que c'est un hôpital, auprès de ces hommes, et qui a donc pour tâche de faire en sorte qu'il n'y ait aucune faille de sécurité, qu'il n'y ait pas de l'air qui passe, qu'il n'y ait pas, voilà, bon bref, que les papillons de nuit ne puissent pas rentrer, mais aussi de s'occuper de leur santé mentale, de leurs activités. Bon bref, voilà, ils sont dans une espèce de prison alors qu'ils sont pas coupables, dans un endroit qui est là pour les garder en sécurité, mais en même temps, et c'est là que ça va être intéressant, à passer, la société a beaucoup évolué. Maintenant dans la société active, il n'y a que les femmes, il y a déjà plusieurs générations de femmes qui n'ont pas connu les hommes en fait, qui n'ont jamais connu de société avec les hommes, donc on commence à penser, enfin ça fait un moment déjà qu'on pense que les hommes c'est un problème un petit peu lointain, qui sont dans leur maison sécurisée là-bas et que c'est pas vraiment, enfin on s'occupe plus d'eux, et il y a même énormément de préjugés, d'idées préconçus qui sont apparus, comme quoi les hommes globalement sont un petit peu idiots, sont un petit peu fragiles, il faut les protéger mais ils servent pas à grand chose à part pour la procréation. Et bon bref voilà, la société a beaucoup changé et on va suivre cette femme qui va être au contact de ces hommes qui sont voilà, qui forcément les rôles sociaux étaient totalement inversés. Il y a toute une question sur la construction d'une identité de genre, qu'est-ce que c'est quand toutes les normes de la société sont chamboulées comme ça. Et en fait elle se rend compte, mais ça fait déjà un petit moment qu'elle le sait, que les hommes ne sont pas très bien traités, qu'on les a un petit peu oubliés dans leur malheur, qu'on fait pas grand chose pour les protéger, qu'on fait pas grand chose pour trouver un remède, puisque finalement la situation s'est stabilisée comme ça. Ça convient bien, et en même temps on se dit oui mais il y a 100 ans quand il y avait des hommes dans la société active, ils commettaient des crimes, ils commettaient des guerres, ils faisaient des machins, donc est-ce que c'est pas plus mal finalement de les laisser enfermés, mais en même temps ceux-là ils sont innocents. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de questionnements comme ça qui vont être mis en place, et forcément notre personnage va se retrouver face à des dilemmes moraux, puisqu'il y a des gens qui vont essayer de faire bouger les choses, mais en même temps bon bref il se passe des trucs. En gros pour l'histoire, et j'ai trouvé que les questions étaient vraiment super intéressantes, que le fait que ça soit un personnage un petit peu plus âgé c'était assez original aussi. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui sont présentes, et au niveau des idées c'est vraiment pas mal. Alors je suis pas forcément 100% d'accord avec tout, mais au niveau des idées il y a des choses qui sont soulevées qui sont vraiment chouettes. Par contre au niveau de l'intrigue est extrêmement bateau, extrêmement classique. Il n'y a pas du tout de
comment dire, de surprise dans les rebondissements. Les méchants sont, enfin les méchants, disons que les antagonistes n'ont pas vraiment de substance non plus. C'est très... L'intrigue est très plate et l'intrigue ne fait vraiment pas honneur, j'ai trouvé, au questionnement qui était soulevé. Ça aurait pu être un très bon roman, mais malheureusement c'est juste un roman avec une bonne base et une intrigue qui pêche par beaucoup d'aspects, enfin pas par beaucoup d'aspects, disons que c'est juste tellement sans surprise que finalement on le lit sans non plus énormément d'excitation. Donc voilà pour cette lecture, mais qui reste quand même une bonne lecture et que je vous recommande si vous aimez tout ce qui est dystopie, tout ce qui est questionnement sur le genre et tout. Pour ça c'était pas mal. Alors on continue avec de la dystopie. J'ai lu la duologie La parabole du semeur de Octavia Butler, donc en poche, aux éditions Le Diable Vauvert, et j'ai vraiment adoré, mais je vous préviens tout de suite, on n'a que 2 tomes, enfin il n'existe que 2 tomes de cette saga, alors que l'autrice avait prévu de les faire en 5 ou 7 volumes, je ne sais plus. On peut lire les 2 tomes, il y a une fin, d'ailleurs il y a une fin à la fin du tome 1, même si il reste des choses en suspens, et il y a une fin à la fin du tome 2, même si aussi il reste des choses en suspens. Disons que on peut choisir de lire les 2 tomes en sachant qu'il n'y a pas la suite, on ne va pas être 100% dégoûté, mais j'ai tellement aimé cette saga que j'aurais aimé qu'on aille plus loin, j'aurais aimé avoir la suite, d'autant plus qu'en 7 tomes je ne peux que imaginer ce qu'avait prévu de faire l'autrice, et si elle allait, et je pense qu'elle allait dans cette direction là, ça aurait vraiment été absolument génial, et j'aurais trop aimé lire ça, découvrir ça, donc je suis vraiment trop déçue qu'elle ne les ait jamais écrits. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'elle est décédée avant, peut-être qu'elle en a eu marre d'écrire, mais voilà, toujours est-il que dans la parabole du semeur on est dans une espèce de post-apo dystopie, enfin disons que il n'y a pas vraiment eu de chute de la civilisation là non plus, mais les choses vont tellement mal que vraiment on est sur une dystopie assez hard, même à certains moments. Je sais plus s'il y a eu des dérèglements climatiques, mais en tout cas au niveau de l'économie c'est devenu extrêmement difficile, les gens sont très pauvres, les gens vivent dans la pauvreté, dans le danger permanent, puisque comme il y a beaucoup de gens pauvres, il y a beaucoup de gens désespérés qui sont prêts à tout pour obtenir de l'eau, pour obtenir des vivres, des médicaments. Donc c'est une société qui est extrêmement violente, avec beaucoup d'armes à feu, avec des animaux sauvages, notamment beaucoup de hordes de chiens sauvages qui massacrent les passants. Il y a beaucoup de violence puisqu'il y a beaucoup de criminalité, il y a des meurtres, il y a des viols. Vraiment c'est extrêmement régulier, voilà, c'est vraiment le quotidien des personnages, vraiment à l'exception des très riches mais qui sont très rares. Le quotidien des gens c'est vraiment la survie, essayer de trouver à manger, essayer de trouver un abri et survivre à la violence du monde. Et on va suivre une jeune fille qui a grandi dans un village assez privilégié puisqu'ils avaient élevé une barricade, donc des barrières qui faisaient que les gens ne pouvaient pas rentrer dans leur village. Son père est pasteur, sa mère est décédée, donc son père a refait sa vie, donc elle est dans une famille recomposée où elle a 3 demi-frères et ils vivent comme ça globalement pas trop mal. Et elle a une vision très particulière de la religion. Elle a depuis toute petite des espèces de pressentiments religieux, de choses qu'elle pense et qu'elle voilà, sait à propos de la religion, de la spiritualité, du monde, tout ça, qu'elle va commencer à coucher sur papier, et en gros elle va créer une religion. Enfin c'est à dire qu'elle a dans sa tête une vision de Dieu, une vision de la religion, et elle va écrire tout ça dans un livre sous la forme d'espèces de poèmes et va diffuser dans un contexte un petit peu particulier, puisque on se doute qu'elle ne va pas rester toute sa vie à l'abri derrière les barricades de son village. Il va se passer des choses, elle va se retrouver en plein milieu de ce monde plein de violence, obligée d'errer, obligée de trouver des refuges, obligée de se faire des alliés dans un monde où tu ne sais jamais si la personne veut t'aider ou si la personne veut t'égorger pour te voler les quelques ressources que tu as réussi à obtenir. Donc voilà, globalement c'est vraiment très violent comme récit. D'ailleurs il y a énormément de trigger warning, il y a des scènes mais vraiment d'une violence inouïe, enfin vraiment des morts graphiques, des morts horribles, il y a de la violence, c'est hyper violent, voilà, comme je peux pas dire autrement, c'est vraiment très violent, au point que certains passages sont vraiment physiquement difficiles à lire. Voilà en gros pour l'histoire, je vais pas vous en dire plus, c'est ce qui se passe dans le tome 1 et dans le tome 2 on est dans la même lignée, enfin voilà, tout simplement c'est la suite. Je ne vous donne pas plus de détails sur ce tome 2 puisque je voudrais pas non plus vous spoiler. J'ai été déçue parce que autant le début de ça est très novateur et très original, j'ai trouvé, la fin est beaucoup plus convenue. La fin, en fait c'est à dire que je partais sur un très gros coup de cœur et sur la fin j'étais un petit peu déçue puisque toute l'originalité, tout l'élan finalement retombait un petit peu, et alors qu'on passait d'une base vraiment
très original en prenant en compte le fait que le livre date un petit peu, donc quand c'est sorti c'était encore plus, voilà, c'était certainement encore plus novateur, puisque oui, j'ai pas précisé parce que je pensais que, enfin bon bref, mais les personnages principaux sont noirs. Octavia Butler était une autrice noire et donc elle fait partie de ce courant de l'afrofuturisme, même si je trouve que c'est un mot qu'on a tendance à utiliser de manière un petit peu fourre-tout. C'est pas parce que l'autrice est noire et que les personnages sont noirs que c'est exactement de l'afrofuturisme. Là en l'occurrence je suis pas sûre que, peut-être que ça colle à certaines thématiques, mais au niveau de l'esthétique globale, c'est pas ce que j'ai l'habitude, enfin c'est pas ce que moi je pensais qu'était l'afrofuturisme, mais je sais pas, enfin c'est, bref, c'est d'autres questions qu'il faudrait poser. Mais bref, la thématique de la couleur de peau revient beaucoup. Toute la thématique de la religion est vraiment très intéressante aussi, j'ai beaucoup aimé, même si je comprenais pas toujours les fondements de la religion qu'elle a créé, enfin sur une dystopie, mais qui a énormément d'accent utopique, puisque la religion que va prôner notre personnage principal a vraiment pour but de mettre en place une utopie, enfin en tout cas de, voilà, de régler beaucoup de problèmes de l'humanité. Et j'ai beaucoup aimé cette dualité entre dystopie et utopie, et les moments où on voit que bah malgré tout et malgré les efforts du personnage, les deux se rapprochent, mais c'est pas forcément positif si la dystopie se rapproche de l'utopie. Ça veut pas dire qu'on passe à l'utopie, ça veut dire que peut-être l'utopie que le personnage prévoyait n'est pas si utopique que ça. Enfin bref, il y a pas mal de choses dans les deux tomes, hein, pas forcément que dans ce tome là, il y a pas mal de choses qui posent question, et j'ai bien aimé le fait que le personnage soit si peu sympathique finalement. Enfin c'est un personnage pour lequel forcément on a de la sympathie, de l'empathie, puisque on a vu son enfance, on a vu les souffrances, vraiment les choses affreuses qu'elle a traversées, mais en même temps c'est un personnage qui est assez hermétique sur certains sujets. C'est difficile de vraiment l'aimer puisqu'elle est très particulière, et dans le tome 2 notamment, la vision du personnage principal de celui-ci, puisque là on change de point de vue, est énormément nuancée, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, et que ça nous faisait relire certains passages du tome 1 d'une manière où presque j'étais choquée des sentiments que j'avais eu à la lecture en les voyant sous un nouveau regard, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Dans celui-ci on va parler encore plus de religion, il est beaucoup plus gros, donc on est sur une temporalité plus étendue, et il y a beaucoup de nuances qui sont apportées, et franchement c'était vraiment bien, je vous recommande cette duologie, même si c'est vrai que s'il y avait eu la suite ça aurait été encore mieux. Par contre pendant que j'y suis, le tome 2 je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Alors au niveau des thématiques il est beaucoup plus riche, il se passe beaucoup plus de choses, enfin il y a beaucoup plus d'événements, parce que celui-ci on est sur un événement qui dure un petit peu, enfin parce que celui-ci on a plusieurs événements, mais notamment un qui dure très longtemps. Là il se passe plus de choses, par contre j'ai trouvé que le rythme était assez inégal, parce que autant dans celui-ci on est vraiment porté tout du long, il y a de la tension tout du long, il se passe des choses tout du long, là j'ai trouvé qu'il y avait des moments où on s'ennuyait presque un petit peu, que c'était un peu long, donc voilà. Mais sinon dans l'ensemble une duologie que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez la dystopie, qu'est-ce que t'as toi, si vous aimez la dystopie et le post-apo, je vous les recommande. Par contre attention parce que c'est vraiment très violent comme lecture. Alors, ensuite je vous présente la trame du collectif Bombi Morix aux éditions La Volte, dans leur collection Utopia, qui est donc une collection où ils présentent des utopies. C'est très inspiré de l'art du contrevent d'Alain Damasio. Si vous me suivez un petit peu vous savez qu'Alain Damasio je le porte pas dans mon cœur, et ce que je supporte encore moins c'est cette espèce d'adulation de toute une partie des lecteurs de science-fiction, de fantasy francophone, qui ont érigé Alain Damasio en une espèce d'absolu littéraire. Je supporte pas trop cette manière qu'ont certaines personnes d'idolâtrer Alain Damasio et de vouloir faire comme Alain Damasio. Enfin vraiment ça me gave, surtout que c'est rarement réussi. Mais alors là je suis la première surprise de dire ça, mais je trouve qu'il y a une filiation qui est très marquée au niveau du style, au niveau des thématiques. Mais alors par contre ce n'est pas une imitation, ils ont vraiment fait leur truc propre, quelque chose à eux, et je trouve que c'est extrêmement réussi dans un univers difficilement identifiable. Est-ce que c'est de la science-fiction et on est dans un futur post-apo, est-ce que c'est un univers de fantasy? Toujours est-il qu'on est sur un continent qui est traversé régulièrement par des espèces de marées végétales qui sont des espèces de marées végétales. Donc on a d'un seul coup un courant avec des fleurs, des plantes, tout un tas de trucs végétaux qui vont tout à coup éclore de la terre, ce qui fait qu'il va y avoir la terre va se mettre à trembler, il va se passer des choses, les arbres vont commencer à bouger, les plantes vont pousser d'un seul coup, et il y a toute une faune particulière dans ces marées, avec notamment des plantes toxiques, et avec aussi des plantes qui sont toxiques, mais certaines parties de la plante valent beaucoup d'argent, certaines parties se mangent, enfin machin, voilà tout ça, et c'est excessivement dangereux de se retrouver au milieu d'une de ces marées végétales, puisque les plantes peuvent vous manger vivant, mais elles sont aussi toxiques, enfin bon bref, il se passe, bref, au milieu de ces marées végétales
végétale, il y a des végétaux partout et c'est extrêmement dangereux, mais il y a des gens dont c'est le travail, dont c'est l'occupation d'aller au cœur de ces marais et de récupérer les plantes pour pouvoir les monnayer plus tard, puisque certaines permettent de faire des médicaments, certaines se mangent, certaines voilà valent beaucoup d'argent. On va suivre des personnages qui sont ce qu'on appelle des trameurs, donc des personnes qui vont suivre les marais, qui sont nomades, qui arpentent voilà le territoire à la suite des marées, à la poursuite de marées, et qui sont un énorme groupe de marcheurs voilà qui avancent comme ça. Bref, un grand groupe de nomades dont c'est justement l'occupation, dont c'est le travail d'aller dans les marais récupérer des plantes. Et c'est tout un mode de vie d'être trameur, c'est vraiment toute une philosophie, à la fois une philosophie sociale, une philosophie de l'entraide, puisque bah, quand tu es trameur, tu fais partie de ce grand groupe qui est très disparate et très uni. Focus et on repart. Oui c'est bon, je disais donc à la fois un groupe qui est très disparate puisque chacun fait sa vie dans la trame, en fait chacun décide d'aller marcher où il veut, chacun décide de rejoindre tel groupe, de partir à tel endroit, enfin vraiment chacun marche à son rythme, et en même temps un groupe qui est très uni, qui vraiment a des valeurs de solidarité, de partage, et aussi qui est très uni puisque c'est tellement unique de faire partie de la trame, c'est tellement unique d'aller dans la marée, c'est plus qu'un mode de vie, c'est vraiment une philosophie très importante, c'est vraiment voilà, ils sont vraiment tous réunis par cet engouement autour de la trame et de la marée, par cette philosophie qui bah, d'une certaine manière les transcende, et donc on va suivre plusieurs personnages. On a 4 points de vue. On a le groupe d'une jeune fille qui vient juste de commencer voilà son parcours dans la trame, qui vient juste de commencer à arpenter les marais et tout, et qui est donc une débutante qui cherche ses repères, qui cherche sa place, qui cherche son pas et son rythme, parce qu'il y a vraiment tout un travail sur l'union d'un corps personnel, enfin l'union du corps avec le rythme global de la nature, enfin bref il y a tout un truc comme ça très poétique et très travaillé sur le rythme à la fois des mots et du corps dans enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail comme ça. On a donc une jeune fille qui est au tout début de son apprentissage, on a un jeune homme qui a à peu près le même âge, qui est là lui depuis très longtemps, mais qui est à un moment charnière lui aussi de son apprentissage, puisqu'il avait un mentor, mais est-ce qu'il va quitter son mentor, est-ce qu'il va rester avec lui, on ne sait pas. On a un homme qui fait partie de la trame mais qui est un petit peu à la frontière, puisque lui c'est un éclaireur, donc il n'est jamais au sein de la marée, mais par contre il fait partie des marcheurs. Et on a un groupe de jeunes femmes qui sont là depuis très longtemps, qui sont dans la marée comme chez elles, mais à elles aussi il va arriver des choses. Et on a donc ces différents personnages, ces différents points de vue qui vont nous amener au cœur de la trame, au cœur de cette société, et j'ai adoré, voilà, vraiment c'était super immersif, et j'ai trouvé que la plume et l'univers nous mettaient vraiment dans cet univers très végétal avec beaucoup de vocabulaire. Alors parfois c'est un petit peu opaque parce que c'est un univers avec bah voilà beaucoup de c'est un univers pardon avec beaucoup de néologismes. Il y a plein de plantes particulières, il y a des gens qui ont des rôles particuliers, qui font des choses spécifiques, qui ont un nom particulier, enfin bon bref, parfois c'est un petit peu opaque quand on commence, d'autant plus que l'écriture est très poétique, très recherchée, donc on comprend pas forcément exactement l'action qui se passe, mais on comprend l'esprit, et je trouve qu'on est vraiment très vite porté dans cet univers avec la curiosité qu'on a pour ces marées végétales et qu'est-ce qui va arriver au personnage. Enfin vraiment personnellement j'ai eu une très belle immersion dans ce texte. J'ai beaucoup aimé les 4 points de vue des personnages, j'ai trouvé que c'était très intelligemment fait, ces différents points de vue sur la trame, voilà, sur le même événement, la même chose, mais chacun en est à un point différent de son existence, mais tous à un moment charnière, et ça faisait des beaux jeux de miroir. J'ai trouvé que la plume, alors vous savez là encore si vous suivez ma chaîne, je suis vraiment pas fan des plumes. J'aime les plumes travaillées, évidemment j'ai pas envie de lire une liste de courses ou un manuel de je sais pas quoi, j'ai envie de quelque chose qui soit un petit peu joli, un petit peu littéraire, mais c'est pas ma priorité dans ma lecture, et en général les plumes très travaillées avec plein d'effets de style très recherchés et tout, ça me plaît pas parce que je trouve ça lourd, je trouve que ça, voilà, ça sonne jamais exactement comme je voudrais que ça sonne, et là pour un style vraiment très travaillé, il y a tellement de parti pris, ils sont tellement allés dans le délire que j'ai trouvé que c'était très agréable à lire, et contrairement à ce que je reproche à Alain Damasio qui fait des jeux de mots à tout va, qui fait vraiment, qui en fait trop en fait, qui est vraiment trop dans la surenchère, qui est tout le temps dans le jeu de mots, dans l'espèce il veut absolument faire des mini prodiges créatifs littéraires, et c'est vraiment, enfin ok sur une page c'est sympa, mais sur tout un livre c'est vraiment très chiant. Là j'ai trouvé que les auteurs avaient un style à eux qui en effet est très riche, mais qui n'était pas super lourd. La seule chose, enfin vraiment la chose que je leur reproche, mais ça c'est bon, c'est que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de répétitions, beaucoup de juxtapositions, et que parfois sur un paragraphe, personnellement j'aurais enlevé un tiers du paragraphe, parce que c'est pas la peine
d'en faire autant et d'étaler autant finalement la plume. Parfois c'est plus sympa quand c'est un petit peu plus resserré, mais sinon j'ai trouvé la plume très agréable à lire. L'affiliation avec Alain Damasio, je la vois notamment dans cette recherche stylistique où il y a quand même des incohérences avec le style d'Alain Damasio, même si je préfère celui-ci d'ailleurs. Si dans les thématiques, puisque là aussi on a des personnages qui doivent marcher, avancer face à la violence de la nature, face au déchaînement de la nature, et qui doivent voilà aller à travers, qui sont en apprentissage, pas juste d'un mode de vie mais comme je le disais d'une philosophie. Là aussi a des échos avec ce qui est dans La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, puisqu'on est vraiment sur quelque chose d'inspiration de Nietzsche, avec une idée d'envie, d'éloge de la puissance et d'éloge du mouvement, vraiment vous savez tous ces machins du surhomme et tout. C'est parfois un petit peu bourrin dans le sens où peut-être que ça manquait un petit peu de nuance pour dire oui bah voilà eux les trameurs qui font ça, qui sont à fond dans cette idée de mouvement, de puissance du corps face à la nature et tout, ça manquait peut-être un petit peu de nuance pour dire oui bah enfin c'est ok aussi de se sédentariser, de ne pas vouloir forcément toujours être en combat, en lutte. Bon voilà bref ça c'est des trucs, on va pas rentrer dans le détail de là-dessus. Je reprocherais au livre c'est plutôt la fin, il y a une espèce à un moment de conflit qui doit être résolu et c'est résolu un petit peu genre puisqu'en fait il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est-à-dire que l'intrigue sonne vraiment très artificielle et les auteurs avaient envie de parler de leur univers, de leurs personnages, voilà, de tout ça. Mais pour qu'il se passe quelque chose, ils ont fait une espèce d'intrigue mais qui ne repose pas sur grand chose et surtout quand elle est résolue, on comprend pas trop comment, pourquoi, et ça sonne un petit peu faux, un petit peu artificiel. Donc voilà, ne le lisez pas pour l'intrigue, mais par contre la découverte de l'univers est vraiment très chouette et j'ai passé un très bon moment de lecture avec ça. Et vraiment cette vidéo va être super longue, je crois que ça fait déjà une grosse demi-heure que je parle. Oh là là, j'ai lu ça, c'était vraiment très bien. J'ai lu 1000 petits riens de Jodi Picou qui est un gros pavé, donc là en poche chez Babel, qui est l'histoire d'une sage-femme noire qui va se retrouver face à un couple de suprémacistes blancs qui viennent d'avoir un bébé, sauf qu'en fait leur bébé va mourir et ils vont accuser la sage-femme d'avoir tué leur bébé puisqu'il y a eu des circonstances, enfin voilà bref il y a eu une espèce de situation qui fait qu'ils vont l'accuser d'avoir tué leur bébé. De mon point de vue j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, c'était extrêmement violent. Quand je dis qu'il y a des suprémacistes blancs, c'est des suprémacistes blancs avec tout ce qui va avec toute l'idéologie qui va avec toute la violence énorme qu'il y a avec. Et parfois en fait on va avoir plusieurs points de vue, donc le personnage du point de vue de la sage-femme mais aussi du point de vue du mari, enfin de l'homme suprémaciste. Et on a des retours en arrière de comment ils en sont arrivés là, de qu'est-ce que lui il a fait dans sa jeunesse, de qu'est-ce qu'il a fait dans son groupe globalement de suprémacistes. Et il y a des scènes qui sont extrêmement violentes, qui sont terribles et ce qui est encore plus terrible c'est que c'est même pas ça enfin comment dire, je reviens un petit peu en arrière parce que je me suis un petit peu embrouillée. On va donc, le thématique principale c'est le racisme, et ce qui est super intéressant c'est que l'autrice de plusieurs manières va nous montrer et va nous amener à réfléchir au fait qu'il n'y a pas qu'un seul racisme, il n'y a pas le très méchant racisme des très vilains suprémacistes, et que ce racisme là il existe et il est horrible évidemment, mais qu'il ne faut pas qu'il occulte ou qu'il cache le racisme de tous les jours, le racisme un petit peu plus, enfin je dis gentil mais évidemment qui n'est pas gentil, le racisme des gens qui pensent ne pas être racistes mais qui en fait font beaucoup de choses racistes, le racisme systémique, le racisme, toute la panoplie de racisme auxquels font face les personnes de couleur, et dans tous les domaines de leur vie, que le racisme c'est pas juste des blancs qui détestent des noirs et qui veulent leur mort, le racisme c'est énormément de choses très différentes. Je suis désolée, j'aurais peut-être dû annoncer des triggers avant de parler de tout ça. Vraiment la lecture, il y a des passages qui sont très violents, il y a notamment un passage qui m'a marqué où, bon c'est un mini spoil, vraiment non je vous le dis pas, mais un passage qui m'a marqué où il y a une injustice tellement frappante, enfin évidemment toute la situation est absolument injuste. On a le point de vue de la sage-femme qui est aussi émouvant que vous pouvez l'imaginer, et ce qui a été aussi très intéressant c'est le point de vue du suprémaciste et l'évolution de tout ça avec l'histoire et sa confrontation avec le personnage de Ruth qui est donc notre sage-femme. Elle est veuve, son mari était soldat, il est décédé, elle élève un fils adolescent, et j'ai trouvé hyper intéressant aussi ce personnage là et sa sœur qui sont donc très différentes toutes les deux. Il y en a une qui a voulu donc notre personnage principal, Ruth qui est sage-femme, a voulu se mêler au monde, a voulu faire le jeu des blancs, c'est-à-dire s'intégrer dans cette société qui est intrinsèquement raciste, alors que sa sœur a choisi une position plus revendicatrice. C'est un livre qui m'a énormément touchée, qui m'a vraiment bouleversée. Et ensuite on va accélérer un petit peu le mouvement parce que sinon ça va être très long. J'ai lu Le Bal des folles de Victoria Mas qui raconte l'histoire de plusieurs femmes qui étaient internées dans les hôpitaux psychiatriques. Donc là on est en 1800
1885 et c'était à l'époque où il y avait le fameux médecin Charcot qui faisait des expériences sur les femmes, sur l'hystérie, sur leurs utérus, leurs hormones et tout, pour les guérir de leur folie. Et en fait bon ben c'est un livre qui a très clairement un axe très féministe, puisqu'on va voir à quel point les hommes ont construit justement cette hystérie, cette folie des femmes, et que bon bah voilà, ces pauvres femmes qui se retrouvaient là n'étaient pas folles. Suivre voilà plusieurs de ces femmes qui se sont retrouvées dans cet hôpital, donc chacune avec des situations différentes, des histoires différentes. Et le point de départ de l'intrigue, c'est qu'il va y avoir un bouleversement avec l'arrivée d'une femme spécifique qui est une bourgeoise qui vient d'un milieu très aisé et qui a la capacité de voir les fantômes, de parler aux morts. Et j'ai beaucoup aimé cette éruption du fantastique, je m'y attendais pas du tout d'ailleurs, je savais pas quand même que l'élément déclencheur ce soit une femme issue de la bourgeoisie et que ça soit ça qui vienne amener des réflexions à ces femmes, comme si elles n'avaient pas pu, puisqu'elles étaient plus pauvres et tout, réfléchir par elles-mêmes. Je trouve que c'est, voilà, il y a un petit truc là-dessus qui m'a un petit peu gênée, mais sinon c'est vraiment un concentré de féminisme. Alors parfois avec des gros sabots, il faut le dire quand même, j'étais un petit peu quand on est familiarisé avec mais dis donc le chat, ça manque parfois un petit peu de subtilité. Et c'était une très bonne lecture, je l'ai lu très vite, ça se lit très bien et je le recommande à beaucoup de lecteurs et beaucoup de lectrices parce que je pense que ça peut très facilement plaire. Et on abrège, j'ai lu aussi L'embellie de Audur Ava Ólafsdóttir. J'avais beaucoup aimé Rosa Candida de la même autrice. C'est une autrice islandaise et elle écrit vraiment des trucs extrêmement perchés. Alors dans celui-ci on va suivre une femme, son mari décide, vient de lui annoncer qu'il la quitte. Ce qui ne lui procure pas vraiment de sentiment de tristesse, puisque c'est une femme qui est vraiment très détachée de ses propres émotions, très froide en apparence, même si elle a des émotions, mais on sent bien qu'elles sont, voilà, elles sont enfouies sous la surface. Et justement tout le livre ça va être la manière, le parcours de ce personnage pour se raccrocher un petit peu à elle-même, puisqu'on sent qu'elle a vécu des choses difficiles dans son passé et que elle s'est détachée de ses émotions. Elle a un comportement très bizarre qui paraît très bizarre aux autres aussi, et ça va être son parcours dans des conditions où ben voilà, son mari vient de la quitter, elle vient de gagner au loto et en même temps sa meilleure amie vient de se casser la cheville, elle est enceinte, bref elle peut plus s'occuper de son petit garçon puisqu'elle a un petit garçon qui a quel âge, 4 ans, quelque chose comme ça. Bref, un petit enfant qui est sourd et qui est presque aveugle, qui est vraiment pas aidé le pauvre, mais bref elle se retrouve avec la charge de cet enfant et elle va décider de l'emmener avec elle en périple. Ils vont faire le tour de l'Islande, ce qui va les amener à découvrir des coins et tout, et elle va se rapprocher de cet enfant. Et c'est ce que j'avais aussi aimé dans Rosa Candida, c'est vraiment cette relation des adultes avec les enfants, avec une espèce de tendresse et de lumière dans la relation qui se crée et que je trouve très émouvante, qui est là et un petit peu particulière puisqu'il y a une espèce de froideur quand même dans l'écriture. Et en même temps, enfin bref, c'est une lecture qui est très particulière à décrire, c'est très bizarre, voilà, c'est très perché, mais j'ai aimé suivre ce personnage, même si je comprenais pas, d'ailleurs il y a des références à la culture islandaise, parfois je comprenais pas, et même si voilà les émotions, enfin la manière, le personnage est très particulier, donc parfois je comprenais pas ses émotions, je comprenais pas ce qu'elle faisait non plus, mais il y avait quand même quelque chose de très touchant, j'ai aimé son parcours. C'est assez particulier à lire puisque c'est très bizarre à lire, j'aurais du mal à l'expliquer, mais bref j'ai bien aimé. Par contre il y a quelque chose qui m'a un petit peu gênée, c'est le traitement des animaux. Il y a quelque chose de très cruel sur le traitement des animaux, très déshumanisant. Pour c'est des animaux donc c'est pas humanisant, mais enfin bref il y a quelque chose de... il y a de la violence animale qui m'a un petit peu fait froid dans le dos, mais sinon c'était une très chouette lecture. Bon bref, je passe assez vite là-dessus parce que sinon on est encore là demain. Et pour finir j'ai lu Normal People de Sally Rooney. Je l'ai trouvé par hasard à Emmaüs et en fait je sais que c'est un livre qui était très clivant. Il y avait des gens qui avaient absolument adoré, qui disaient meilleur livre nanana, et des gens qui détestaient, qui disaient mais comment on peut aimer ce truc, c'est chiant comme la mort, il se passe rien, les personnages sont antipathiques. Bref, j'avais du coup absolument envie de savoir où je me positionnerais. Je l'ai trouvé à Emmaüs, je l'ai pris et j'ai commencé à le feuilleter. Je me suis dit ok, j'ai envie d'en savoir plus. Résultat, je l'ai lu quasiment d'une traite, bah c'était quand, c'était samedi dernier je crois, et j'ai adoré. Voilà, vraiment j'ai adoré. Maintenant je sais, je fais partie de ces gens qui ont adoré Normal People, et en plus maintenant je suis en train de regarder la série et vraiment, mais ça me ruine cette histoire que je trouve mais tellement touchante, tellement émouvante, alors qu'il y a des défauts. Et je comprends tout à fait d'ailleurs les gens qui n'accrochent pas, puisque il y a une espèce de... c'est too much, et en même temps c'est tellement la vraie vie, enfin je sais pas, c'est très particulier. Pour l'histoire on va suivre Connell et Marianne qui sont lycéens, qui habitent dans le même village, enfin bref qui sont lycéens au même lycée, sauf que Marianne est issue de la bourgeoisie et n'a pas du tout d'amis au lycée. Elle fait, voilà, elle subit du harcèlement scolaire, elle est très intelligente mais elle est totalement incapable de s'insérer dans le groupe social, elle est assez particulière, elle est un peu cynique, elle est bref totalement inadaptée à ce milieu là, tandis qu'on a Connell qui est lui
issu d'un milieu plus modeste. Sa maman est très jeune puisqu'elle l'a eu quand elle-même était au lycée, mais qui fait partie des gens populaires du lycée, qui est très aimé, qui est très gentil, qui a lui aussi de très bonnes notes, mais lui il est très intégré dans la dynamique sociale du lycée, donc ils sont très différents l'un de l'autre. Et ils vont nouer une relation puisque la maman de Connell fait du ménage dans la maison de Marianne. Donc le soir quand il va chercher sa mère, ils commencent à discuter et en fait il va y avoir une relation qui va se nouer entre eux, qui commence par beaucoup de relations sexuelles. Ça va être le déclencheur, ça va être vraiment ce désir qu'ils ont l'un pour l'autre, mais ça va évoluer en une relation amoureuse qu'on va suivre sur plusieurs années, puisqu'ensuite ils vont quitter le lycée, ils vont aller à l'université, il va se passer des choses, ils vont se retrouver, mais en fait à chaque fois il se passe des trucs, c'est pas des événements, il va pas y avoir des trucs dramatiques qui vont se passer, mais ça va être l'histoire de ces deux personnes qui ont une relation ensemble, qui ont beaucoup de désirs l'un pour l'autre, mais qui ont tellement de blessures, tellement d'incapacité à communiquer clairement, tellement de failles qui font que leur relation est toujours tellement instable et tellement toujours sur la brèche, et que parfois ils vont réussir à être ensemble et parfois il y en a un qui ne va pas dire quelque chose ou alors qui va dire quelque chose mais l'autre va pas comprendre et les choses vont à nouveau s'écrouler. Et c'est ça, c'est plusieurs années, c'est vraiment les dynamiques d'une émotion, d'un couple, d'une relation sur plusieurs années, avec des personnages qui sont extrêmement sensibles, qui sont extrêmement, qui ont des émotions vraiment très intenses. Et j'ai aimé l'intensité vraiment très forte de ces émotions, avec paradoxalement cette plume qui est très neutre, presque un petit peu froide, et je comprends l'impression de distance qu'ont pu avoir des lecteurs, et je comprends l'impression que c'était chiant, mais alors moi je suis rentrée dans le délire de l'autrice. Vraiment j'ai capté, je pense j'ai capté le petit truc qu'elle avait voulu insuffler à son roman, et je suis totalement tombée dedans. J'ai été émue par les personnages, j'ai été retournée quand ils étaient tristes, quand leur relation marchait plus, enfin bref, c'est l'histoire de cette relation. C'est des personnages qui ont vraiment voilà, des blessures psychologiques. On parle de dépression, on parle de santé mentale, on parle de traumatisme. Voilà, ça va être filé tout le long du roman, et donc forcément comment communiquer, comment nouer une relation quand on a tout ça à régler avant. C'est très dur. Et donc voilà le roman. Pas très long hein. En plus c'est écrit gros, ça fait 300 pages, mais vraiment ça m'a bouleversée. Et je suis en train de regarder la série que j'aime tout autant, donc voilà, j'ai adoré Normal People. Donnez-lui sa chance, surtout que maintenant il doit être disponible en poche à peu près partout, donc voilà. Donc voilà pour ce point lecture, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire tout ça, à commenter, à me dire si vous avez déjà lu ces livres. Et puis voilà, sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.